c'était juste donc pour expliquer comment ça marche maintenant, puisque vous savez que la DPC, c'est une session de formation, et que l'académie traite des sujets transversaux. Il ne s'agit pas de faire une concurrence quelconque aux sociétés savantes. Nous considérons que les gens ne vont pas forcément traverser la France pour venir faire écouter ou apprendre des sujets comme ça. Donc, toute la session est enregistrée, elle sera découpée en modules, et l'apprenant qui s'inscrit à son DPC validera les modules successifs, avec les QCM, la bibliographie, etc. Et donc, ce sont des validations qu'il pourra faire à sa convenance. Il peut valider une partie, revenir, reprendre, etc. Ça peut durer 3-4 heures sur 2 mois. Et c'est la formule que nous avons choisie pour que ce soit le plus diffusé pour les intervenants, ceux qui ont travaillé, et que ce soit le plus facile à faire dans leur vie quotidienne, dans la durée, pour les apprenants. Voilà, donc je laisse la parole à etc. Alors, on va commencer parce que je crois qu'on n'est pas très en avance. On va essayer de reprendre les choses dans cette session de formation de l'académie, consacrée à un sujet qui pourrait paraître somme toute assez futile à des praticiens de haute tenue que nous sommes, j'espère. Mais vous allez voir que cette notion sur les registres, c'est quelque chose qui est notre avenir. Elle est basée plus sur la prévention que le traitement. Et je pense que les gens commencent aujourd'hui à comprendre l'utilité d'une telle démarche. Alors, vous savez que les registres peuvent nous aider dans différentes parties de notre pratique, la qualité, la sécurité, la recherche clinique, la formation, les innovations, et maintenant dans les domaines qui passent au premier plan, la satisfaction des patients, et également on nous demande de nous recertifier, et là aussi les registres risquent d'être des éléments fondamentaux. Alors on va partir de la base. Qu'est-ce qu'un registre? Eh bien, la définition officielle d'un registre, c'est celle que je vous donne, qui est la définition qui a été proposée par le Centre national des registres, qui a été créé en 1986, sous l'égide de la Direction générale de la santé, également de l'INSEE. Et juste pour mémoire, les premiers registres qui ont été mis en route à ce moment-là datent des années 70, avec en particulier en 1973, on a eu un registre sur les malformations congénitales, en 1975 un registre du cancer en général, et puis en 1984 des cardiopathies ischémiques. Alors, pour qu'un registre, dans cette définition, réponde à cette question, c'est-à-dire recueil continu et exhaustif de données nominatives intéressant un ou plusieurs événements de santé, dans une population qu'on définit géographiquement, et qui, à des fins de recherche de santé publique, par une équipe qui a les compétences appropriées. Et vous allez voir que pour répondre à toutes ces conditions, ça n'est pas simple du tout. Alors juste un diagnostic dit différentiel. Les bases de données, c'est des registres qui ne sont pas forcément exhaustifs et qui sont limités dans le temps. Donc on ne parlera pas de la même chose entre bases de données et registres. Et enfin, quant aux cohortes dont on entend parler, ce sont des populations qu'on définit avec des caractéristiques qui sont communes et très particulières. Voilà, donc, sachons dire les bonnes choses, en tout cas, appelons les registres par leur nom, avec leur définition. Élément qui est important, quel est le principe du registre? Le principe du registre, c'est d'abord d'enregistrer. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ont fait du latin, que c'est un livre où on reporte l'enregistrement. Le deuxième principe, c'est que le registre, c'est fait pour mettre en évidence un événement qui se passe, donc dans notre cas, un événement en santé. Troisième élément, il permet de dénombrer cet événement. Et quatrième principe du registre, c'est que à partir de cette mise en évidence, de ce dénombrement, eh bien, le but, c'est éventuellement de déterminer certaines règles et de déterminer certains arbres décisionnels qui nous permettront de prendre des décisions conformes avec ce qu'on appelle la règle de l'art.
Quelles sont les exigences que l'on a lorsqu'on veut bâtir un registre? Eh bien, d'abord, il faut que le but de ce registre soit clairement défini. On ne peut pas partir en disant je vais récupérer des données, je verrai bien ce que je peux en tirer. Ça, je crois que c'est la perte du registre. De toute façon, on va prendre beaucoup de données et trop peu seront utilisées. Deuxième élément, il faut que, lorsqu'on bâtit son registre, il faut que la question soit formulée sans équivoque. C'est-à-dire que, en clair, en quelques mots, on puisse définir pourquoi nous faisons ce registre. Troisième exigence, il faut qu'il n'y ait aucun autre moyen pour répondre à la question. Alors c'est bête d'aller créer un registre si on a une étude qui peut être faite très rapidement et qui puisse permettre de répondre à la question qu'on s'est posée dans le but du registre. Et ça, il faut bien le définir lorsqu'on pense à notre registre. Enfin, quatrième élément, et je crois que c'est très important, il faut savoir évoluer parce que, pour vous donner un exemple, le Python au départ, c'était certes pour répondre aux publications de nos amis journalistes sur le placement des hôpitaux, mais c'est également, au départ, le but c'était pour permettre aux chirurgiens thoraciques de coder très facilement avec la nouvelle nomenclature. Aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt pour nous puisqu'on a tout un tas de logiciels et donc dans les nouvelles versions de Python, par exemple, eh bien, on a abandonné cette notion de codage. Donc il faut savoir évoluer pour être avec l'air du temps, avec les modifications des techniques et également des moyens. Notamment au départ, on avait créé un logiciel qui puisse être mis dans un ordinateur. Et puis, avec le développement des Wi-Fi et d'Internet, bien, on a évolué vers l'utilisation des sites dédiés. Alors, quelles sont les limites qu'il faut rechercher au registre? D'abord, le manque d'exhaustivité. Alors, est-ce qu'on va prendre le manque d'exhaustivité comme quelque chose de binaire? Oui, non. Il manque un enregistrement, donc ça n'est pas un registre, c'est juste une base de données. Ou alors, est-ce qu'on va être plus, plus dans le cadre de ce qu'on appelle la logique floue, moins binaire? Eh bien, à partir de quel pourcentage de manquement on va pouvoir considérer qu'on est toujours dans le cadre d'un registre? Et ça, il faut bien le définir. Qu'est-ce qu'on peut accepter comme manque d'exhaustivité pour ne pas perdre la pertinence du registre que l'on a? Donc ça, c'est la première limite. La deuxième limite, c'est le conflit d'intérêts, on en a parlé. Il serait malvenu de faire sponsoriser un registre de cancer du poumon par l'industrie du tabac. Je peux vous en donner tout un tas d'autres. Mais il faut éviter, lorsqu'on va créer ce genre de choses, ce genre de démarche, de rentrer d'emblée dans un conflit d'intérêts de la sorte. Troisième élément, concernant le recueil des données, il faut essayer d'être à la fois convivial, efficace et notamment éviter le nombre important d'items. Puisqu'on a une question, on se pose une question, il faut pouvoir y répondre et il est probable que beaucoup d'items ne sont pas pertinents pour répondre à cela. Il faut que les items soient sans ambiguïté, et ça c'est pas du tout évident lorsqu'on s'est plongé dans la définition de chaque item dans les menus, c'est pas du tout évident. Et puis il faut utiliser surtout des menus déroulants qui sont certes très frustrants, mais qui ont la caractéristique de pouvoir être étudiés, réétudiés de manière beaucoup plus simple grâce à nos logiciels. Et enfin, gros problème, c'est l'exploitation des données. Vous avez vu ce qu'on peut en tirer de ces données, tout et le contraire. Et pour l'exploitation des données, eh bien, je pense qu'on ne peut imaginer un registre sans qu'il y ait un conseil à la fois scientifique et dite de bonne pratique. Alors nous, on l'avait appelé conseil d'éthique, comité d'éthique, mais je pense que c'est un titre un peu pompeux pour ce qu'on voulait en faire. En tout cas, dans l'exploitation de ces données, il n'est pas concevable que l'on puisse utiliser des données communautaires sans qu'il y ait toute une série de barrières qui permettront aux gens d'aller dans la bonne direction, c'est-à-dire de faire en sorte que les données, que les études qui sont proposées à partir du registre puissent être pertinentes
puissent être éthiques et également puissent être publiées dans des conditions très particulières. Alors, notamment, en ce qui nous concerne, on a édicté certaines règles de publication qui sont assez contraignantes, notamment lorsqu'on utilise la base de données, le registre. Les trois premiers auteurs sont ceux qui ont fait le travail. Le dernier auteur est le patron de l'équipe. Et on prend 3 ou 4 auteurs qui sont en fait les meilleurs contributeurs de l'article, et notamment en termes de dossiers. Alors, au départ, on avait pris l'idée de prendre ceux qui donnaient le plus de dossiers, et puis on s'est aperçu qu'il fallait qu'il y ait une certaine qualité. Et en fait, on pondère le nombre de dossiers par la qualité des dossiers, c'est-à-dire l'index de complétude de ces dossiers. Et ainsi, on peut arriver à donner des règles qui sont très importantes et qui évitent peut-être certaines dérives que l'on a entendues tout à l'heure et qui sont très intéressantes à connaître. Et puis après, il faut respecter les règles de protection des données. Avec Olivier Goriot, on est vraiment embêté avec cette notion de CNIL. On pourra en reparler tout à l'heure. Je crois que c'est quelque chose de très important. Alors, on va y revenir tout au long de la matinée avec ce qu'on peut tirer des registres. Mais déjà, moi, ce que je peux vous donner, on va vite survoler tout ça, on en reparlera. Au départ, c'était une optimisation du codage. Les chirurgiens se sont rentrés là-dedans parce qu'ils se sont aperçus qu'en codant mieux, le service recevait plus d'argent, et en recevant plus d'argent, ils avaient plus de moyens. Et une des conséquences que l'on a eues au départ avec Victor, c'est qu'on a eu une meilleure optimisation du codage, et ça a été très positif. La deuxième notion, la notion de registre, ne peut être aujourd'hui concevable s'il n'y a pas un retour d'informations vis-à-vis du chirurgien. Et vous savez que, sous une forme certes anonyme, mais il faut qu'un chirurgien puisse disposer à la fois de ces données, mais également des données nationales, pour pouvoir les comparer et avoir une idée de ce qu'il est en train de faire. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, et je pense que ça, on en parlera tout à l'heure, c'est une des conditions de réussite d'un registre qui se tient. Troisièmement, on a pu montrer que le fait de s'évaluer permet d'améliorer la qualité, d'abord sous la forme de ce que nous produit notre confrère Alain Bernard sous cette forme-là, c'est funnel plot. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont en dehors de la courbe. Le problème, c'est pas de publier ça, c'est de faire en sorte que les personnes qui se trouvent en dehors de la courbe soient au courant, puissent discuter les raisons qui permettent de comprendre pourquoi ils sont en dehors de la courbe et éventuellement même de corriger. Alors, juste pour vous donner un petit exemple, on avait eu un problème, par exemple, dans une ville de France où il y avait énormément de fistules bronchiques après chirurgie thoracique, et on en a averti le patron de l'équipe qui a très intelligemment fait, entre guillemets, une RMM de bonne qualité, puis ils se sont aperçus qu'en fait, ils avaient des patients qui étaient totalement différents de chez nous, parce que c'était un pays de mineurs, ces gens-là avaient des ganglions qui étaient calcifiés, et finalement, on s'est aperçu que c'est ça qui était la cause de ces éléments importants, mais qu'on ne prenait pas en compte dans notre registre, d'où l'intérêt de ce genre de choses quand c'est bien étudié. Alors, également, on a pu montrer que le fait de participer à un registre améliorait la qualité, entre guillemets, la mortalité, diminuer la mortalité des gens qui s'auto-évaluaient. Alors cette courbe qui pouvait paraître plus ou moins contestable montre que finalement un chirurgien dans le privé qui s'installe, à partir du moment où il a une idée de son activité, il s'améliore rapidement. Et quant à la courbe en bleu qui représente les CHU, c'est-à-dire le public, eh bien, on a expliqué que cette courbe descendait beaucoup plus doucement pour une raison simple, c'est que dans l'équipe, il y a beaucoup de personnes et qu'il y a un renouvellement qui fait que
c'est beaucoup moins frappant que dans une équipe dans le privé. Autre élément, un registre, ça sert à vérifier, à faire la veille des infections nosocomiales, comme on l'a chez nous. Ça sert également à déclarer des événements indésirables. Alors, ça pourrait paraître très concurrencer l'HAS. En fait, c'est pas du tout ça. Nous, ce qu'on a voulu, c'est que les chirurgiens puissent répertorier au fil de l'eau les événements indésirables pour qu'ils puissent les réutiliser après lorsqu'ils vont déclarer pour l'accréditation, mais surtout pour avoir une idée du nombre de ces événements et également des événements futiles, indésirables, qui sont vraiment la base de notre réflexion. Alors un registre, ça sert également à publier ces données qui servent notamment dans le cadre des expertises, ça sert à fabriquer des petits logiciels que l'on retrouve sur nos smartphones, Thoracoscore, qui est le premier index de mortalité après chirurgie thoracique. On était très jaloux de nos collègues chirurgiens cardiaques qui avaient leur Euroscore. Et puis on a édité, grâce à Alain Bernard, l'index de bullage prolongé, qui est un élément qui est grave pour nous. Alors tout ça, ça a stimulé la publication scientifique. On a créé un profil qui s'appelle Epictor, et tous les jours je reçois des citations de Google Scholar, et là, je ne sais plus à quelle date je l'ai réactualisé, c'était il y a 2 mois ou 3 mois, et on en était à toutes ces citations, le H-index, le I-index, qui sont intéressantes. Enfin, un registre, ça sert également à créer ce qu'on appelle les items payants. Alors payant, c'est un terme à double sens, payant financièrement, parce que certains laboratoires veulent avoir une idée rapide de la conséquence de l'utilisation d'un de leurs produits. On introduit cet item et on a très rapidement une double cohorte avec ou sans, et ça permet, si vous voulez, de donner au laboratoire une idée de ce qui se passe en réalité. Et il est également payant d'un point de vue intellectuel, parce que M. Martin, qui est ici, qui nous a proposé de répertorier dans ses études du séjour l'utilisation de son petit logiciel pour détecter éventuellement les récidives de cancer du poumon. Je pense que là, les registres sont très intéressants et pour nous en donner une petite idée peut-être tout à l'heure. Voilà, on l'utilise également comme notion de formation, dans le cadre de la formation, puisque dans notre registre, on a la possibilité de rentrer le chirurgien responsable et celui qui a opéré. Et donc ça nous permet d'avoir une idée des capacités de formation des services, mais également des courbes d'apprentissage. Et comme l'on suit les chirurgiens du début, c'est-à-dire de la thèse jusqu'à la retraite, là on a une idée beaucoup plus claire de la démographie médicale. Juste une petite idée de cette courbe que je viens de présenter, que vous a sorti Pierre-Emmanuel Falcoz. Au départ, l'AMCAD nous a fait des propositions nous disant à partir de 20 procédures annuelles, on a une diminution de la mortalité, il faut qu'il y ait une notion de seuil. Eh bien, on a pu montrer qu'en fait, ce seuil allait jusqu'à 43 et que la suractivité n'était pas une bonne chose chez les chirurgiens. Aujourd'hui, il y a de grosses discussions sur les autorisations en chirurgie. On était ensemble à l'HAS et certains également à la DGOS. On se pose des questions pour savoir sur quoi on doit baser les autorisations de pratiquer la chirurgie. Et notamment la notion de seuil qui est utilisée par l'AMCA, eh bien on la pondère avec une notion de qualité. Sauf que la qualité, pour savoir quelle est la qualité des soins, il n'y a que les registres pour donner ça, et on s'oriente vers des autorisations à 10 niveaux différents. Alors ça peut être 2 niveaux, 3 niveaux, je ne sais, c'est pas encore décidé, mais en tout cas, la notion de registre rentre là-dedans, et je pense qu'elle va être incontournable dans les années qui viennent. Notamment dans la qualité des résultats, on va nous demander d'avoir des enquêtes de satisfaction, d'utiliser peut-être dans certains cas les objets connectés tels que nous le propose peut-être M. Martin dans son petit logiciel. Tout ceci, c'est très important, il faut l'intégrer dans la pratique et dans les registres.
Je veux simplement vous dire que utiliser les chiens pour détecter le cancer de la prostate, ça se fait. C'est bien, mais que tout est possible. Également, utiliser les gadgets pour surveiller le diabète. Moi, je reviendrai plus à la petite phrase de monsieur Niels Bohr, que j'ai fait passer. En fait, on se demande si dans quelques années, grâce à ce big data, on ne va pas pouvoir prédire plus ou moins ce qui va se passer, et au lieu d'aller envoyer une ambulance pour chercher un patient qui vient de faire un infarctus, peut-être que ce serait bien, comme dans Minority Report, d'aller chercher le patient juste avant qu'il fasse l'infarctus, comme ça au moins on peut prévenir. Alors c'est grâce peut-être au registre de big data qu'on arrivera à cela. Voilà, survoler d'une manière générale les notions sur les registres dans lesquels on va rentrer plus en détail après. Merci. Bien, merci beaucoup. On ne sait pas tout, mais presque. En tout cas, on sait pourquoi nous sommes venus aujourd'hui. Vu de la liste des qualités que peuvent avoir les registres. Est-ce que quelqu'un veut poser une question dès maintenant? François Richard. Non, je vais féliciter Marcel pour la qualité de son exposé et lui poser une question à propos du financement et des conflits d'intérêts. Parce qu'actuellement, dans beaucoup de registres, parfois, parce que la notion de cohorte et base de données aussi est importante, la seule manière qui a permis de créer quelque chose, ça a été de le faire financer par l'industrie. Il est évident qu'il y a des fois où il y a manifestement des conflits d'intérêts qui n'ont pas été réglés, et puis d'autres fois, en urologie, on a 2-3 expériences où manifestement on a été financé mais par l'industrie, mais c'est uniquement l'Association française d'urologie qui était effectrice dans le registre. Le financeur n'avait rien à voir. Donc je voulais avoir un petit peu ton avis, parce que tant que ou les pouvoirs publics ou l'ACNAM, il y a un certain nombre de choses qu'on avait proposées, ne participent pas, la difficulté de ce financement est importante. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Alors, moi je peux donner mon petit avis, mais Olivier Grouillot nous donnera également son avis, notamment dans le cadre de la FSM pour le financement. Il est vrai que certains registres se sont faits à l'initiative des industriels, notamment par exemple nous, on a un registre des assistances mécaniques, et ce registre est financé par le consortium de tous les gens qui fabriquent les machines de perfusion. C'est vrai que ça pose des problèmes à la fois d'éthique et tout. Moi je pense que si à la création du registre on crée un comité scientifique qui est plus ou moins lié à la société savante, je pense qu'on peut sortir de ce biais-là, et en tout cas on ne peut pas nous reprocher de ne pas en tenir compte. Et je crois que c'est un gros problème de pouvoir, grâce à ce comité scientifique, sortir de ce problème. Olivier, je ne sais pas si tu avais une remarque à faire là-dessus, tu le diras. Non, mais je rejoins totalement ce que tu dis. Pour juste une petite seconde, on va aller vite, c'est juste une petite expression. J'ai vu qu'il y avait, pour vous dites, ça me paraît très très intéressant de dire qu'on va rajouter éventuellement dans des registres des items qui concernent par exemple la technique. J'ai vu qu'il y avait ces parfums, j'ai vu que j'avais des. Oui. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, l'industriel qui fabrique éventuellement l'item, comme il est concerné, c'est une arme à double tranchant. Absolument. Si dans un an on montre que ceux qui ont pris ces profils sont moins bien que les autres, notamment je pense à d'autres choses en chirurgie digestive, les adhérences, donc je trouve que en dehors du conflit d'intérêt, j'allais dire le genre de l'argent, il va peut-être payer pour qu'on mette ses profils, mais il prend aussi indirectement un risque. Et donc c'est un moyen de dire pourquoi pas. Je ne sais pas comment ça s'est passé par exemple. Quand l'industriel vient me voir et dit moi je voudrais que vous mettiez la pince mécanique machin parce que j'ai des nouvelles agrafes, qu'est-ce que vous faites? Donc on lui dit que de toute façon on publiera les choses, que ce soit positif ou négatif. Vous avez vu, il y avait Ultracision. L'ultracision, on l'a utilisé dans la chirurgie thyroïdienne, et on s'est aperçu qu'il y avait des effets secondaires très, très néfastes, notamment en termes de chaleur.
En contrepartie, ça permettait aux chirurgiens d'aller plus vite, mais la durée d'intervention diminuait de 20 ou 30%, mais par contre, il y avait plus de paralysie récurrentielle et tout. Donc le laboratoire en a pris compte, et dans la publicité qui est sortie après, eh bien, il a changé sa publicité en disant vous allez plus vite, mais faites très attention à la chaleur ou autre chose. Donc c'est quand même bénéfique. C'est bénéfique pour eux. De toute façon, il y a un bénéfice. Oui, cette question ouvre sur un point très très important qu'on n'a pas le temps, bien évidemment, de développer complètement maintenant, mais je souhaite qu'on y revienne dans la journée. Ce qu'on évoque là, c'est ce que les anglo-saxons appellent les tracker studies. C'est-à-dire qu'à partir d'une cohorte connue, pour une pathologie donnée, avec des items qui sont des items de diagnostic, de suivi, de technique chirurgicale, etc., on va brancher une étude. Donc on va sauter une étape, et fort heureusement d'ailleurs, qui va être l'étape d'une randomisation. On connaît les étapes de départ et les étapes d'arrivée, etc. Et ça débouchera, et j'en terminerai là, je voudrais qu'on en reparle, sur l'intérêt de l'utilisation des registres, des cohortes, ce que vous voulez, pour déboucher sur des recommandations. Parce que ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel, à la fois pour nos patients, mais également, ça vient d'être évoqué pour l'industrie, ça fait des économies énormes, et on a des réponses scientifiques qui sont tout à fait correctes. Et la question qui se pose derrière, c'est la validité de ces réponses scientifiques au regard de ce qui a été évoqué lors des premières interventions. Je souhaite qu'on en reparle dans la journée, c'est très important.